Salam alaikum. Bienvenue dans cette quatrième partie du cours sur l'architecture d'ISP Blackfin destinée aux étudiants électroniques de l'Université Borj Barajej. Aujourd'hui, on va voir l'unité arithmétique d'adressage, qui est l'une des unités fonctionnelles de ce DSP Blackfin. Donc, cette unité arithmétique d'adressage, elle est composée de plusieurs registres pointeurs. Donc, on trouve les registres pointeurs PX, donc de P0 jusqu'à P5, donc on a en tout 6. Les registres pointeurs de pile, FP, SP, USP, on va voir ce que c'est la différence entre ces trois registres. Aussi les registres des unités DAG. DAG, c'est des unités ou des sous-unités, on va dire, de l'unité arithmétique d'adressage. DAG, c'est l'acronyme en anglais de Data Address Generator, c'est des générateurs d'adresses des données, donc des opérandes. Donc, comme on le voit ici, comment ils sont connectés. Donc là, nous avons les registres pointeurs de P0, P5, FP, SP. Nous avons également les registres des unités DAG. Voilà. Et les deux unités DAG qui permettent de calculer l'adresse à chaque fois. Comme vous voyez, ils sont connectés avec les bus 32 bits de la mémoire L1. Donc, les bits d'adressage donnés. Comme on a deux, donc on a deux unités DAG. Ici, là également, nous avons deux multiplexeurs et également les registres DAG qui sont utilisés pour l'adressage linéaire, mais également l'adressage qui est nouveau pour vous, l'adressage circulaire qu'on va voir en détail à la suite de cette séance. Également, il existe un bus de 32 bits RAB, donc pour vous rafraîchir la mémoire. Donc le bus RAB, c'est le bus qui permet l'accès au registre de données, donc Register Access Bus. Et là, nous avons le bus PREG. PREG, c'est Pointer Registers. C'est un bus de 32 bits qui permet d'accéder à l'unité de contrôle. C'est l'autre unité fonctionnelle qui compose le cœur de ce DSP Blackfin. Donc, le séquenceur se trouve dans cette unité-là. Donc, commençons par les générateurs d'adresse. Donc, les générateurs d'adresse, les DAG, ils permettent de générer, de réaliser un adressage indirect en utilisant les registres PX et OX, la possibilité d'auto-incrémentation, auto-décrémentation des adresses. Donc, à chaque fois qu'on fait une lecture ou une écriture mémoire, on peut faire une auto-incrémentation, une auto-décrémentation de la valeur de l'adresse. Aussi, une pré-modification ou une post-démodification SP, donc du registre de pile, comme vous avez eu l'habitude de réaliser avec les registres de pile, par exemple pour le microprocesseur 8086. Aussi, l'adressage circulaire qui est utile pour l'implémentation des filtres numériques. Et également l'adressage à bit inversé qui est nécessaire pour l'implémentation des algorithmes FFT, donc la transformée de Fourier rapide. Donc commençons par les registres PX. Donc nous avons les registres PX qui sont au nombre de 6. Donc de P0, donc l'X c'est l'indice, cela veut dire l'indice, donc P0, P1, P2 jusqu'à P5. Ils sont utilisés pour l'adressage linéaire, donc indirect, de 32 bits. Ils peuvent pointer des adresses de données 32 bits, 16 bits ou 8 bits. Donc les adresses sont codées sur 32 bits, mais ils peuvent pointer des données 32 bits, 16 bits et 8 bits. Ils sont considérés également comme registres de données, mais ils n'ont aucun effet sur le registre A-state. Donc le registre A-state, arithmetic state, c'est le registre d'état arithmétique. Donc par exemple, si on utilise par exemple le registre P0, par exemple pour stocker le résultat d'un calcul, et après on trouve que P0 il est nul, donc le résultat il est nul. Si on va au registre A-state, nous verrons que le bit A Z dans le registre A-state sera indifférent, donc ne changera pas malgré que le résultat il est nul. Donc il sera pas égal à 1. Donc voilà donc ce qui concerne le registre pointeur PX.
Maintenant, voyons quelques exemples avec ces registres-là. Donc, commençons par l'exemple le plus simple. Si on souhaite lire en mémoire, lire une valeur codée en 32 bits à partir de son adresse. Donc, ce qu'on va faire, on prend P0. Donc, on met l'adresse sur P0. Donc, par exemple, 0x f 80 0 0 0. Juste un exemple. Et pour charger cela, donc, comme il accepte une valeur immédiate non signée codée sur 16 bits seulement, donc on va la diviser sur deux instructions en assemblaire, donc P0 low et P0 high. Mais peu importe, ce qui est important à savoir ici, c'est que on a P0 qui contient l'adresse d'une donnée, donc arrobase une adresse. Pardon, donc comme je vous ai dit, donc lire une valeur 32 bits à une adresse pointée par P0. Donc P0 va contenir cette valeur-là. Donc comment réaliser cela sur le jeu d'instructions de ce DSP Blackfin? Donc là, nous avons le registre de destination. Donc là, c'est un registre de données RX. Là, on a choisi le registre 1. Donc le registre R unité, il est égal entre crochets P0. Si on met le registre pointeur entre crochets, cela indique que c'est un adressage indirect. Donc l'adressage là, il est indirect. Donc R1 à la fin de l'exécution de cette instruction, donc R1 sera chargé. Si par exemple à l'adresse P0, nous avons la valeur sur 32 bits. Par exemple, on a une valeur, par exemple, comme celle-là, E30001, donc sera transféré ou déplacé vers le registre unité grâce à un adressage indirect en utilisant un pointeur P0. Voilà, concernant la lecture mémoire 32 bits. Maintenant, si on a une valeur sur le registre R1 qu'on souhaite écrire en mémoire. Donc cette valeur-là, donc, elle doit être positionnée à droite du signe égal. Donc comme on le voit ici, donc le contraire de la lecture. Donc en lecture, voici l'arrangement des registres. Et là, c'est l'inverse. Si on fait l'inverse, là, cela est interprété comme une écriture mémoire 32 bits. Donc c'est la même chose pour la lecture. Également, nous avons la possibilité de la post-incrémentation ou l'auto-incrémentation. Donc là, on a une post-incrémentation du pointeur P0. Donc cette instruction, elle est similaire à celle-là, donc similaire à cette instruction-là, sauf que dans ce cas-là, P0, à la fin de l'exécution de cette instruction, sera augmenté d'une valeur, donc sa valeur va être additionnée à une autre valeur qui est de 4 octets. Pourquoi 4 octets? Parce que c'est une lecture 32 bits. Si c'était une lecture 16 bits, elle sera augmentée, donc incrémentée de 2 octets seulement. Si c'était une lecture sur 8 bits, donc elle sera incrémentée de 1 octet seulement. Et cela se passe automatiquement grâce aux unités DAG. Vous avez vu tout à l'heure sur le schéma que les unités DAG ressemblent à des unités ALU. Voilà, donc comme on l'a vu, donc on peut faire une lecture
32 bits, une écriture 32 bits ou une lecture 32 bits avec post-incrémentation de la valeur du registre pointeur P0. Maintenant, essayons de lire une valeur de 16 bits. Là, on a essayé de lire 32 bits. Si on essaie de lire une valeur de 16 bits, donc c'est la même chose, ce qu'on a vu avant. Juste là, on ajoute ce mot-là, donc W. W en anglais, c'est Word. Donc, un mot sur le DSP Blackfin, il est codé sur 16 bits. Donc, si on ajoute cette lettre-là, donc cela veut dire qu'on souhaite lire un mot de 16 bits en mémoire. Comme on va lire un mot de 16 bits en mémoire et que le registre de destination il a une taille de 32 bits, donc les 16 bits restants, on doit choisir comment les traiter. Donc, comment décider sur cela? C'est en fonction de cette option-là. Donc, entre parenthèses, c'est des options. Donc, ils ne sont pas obligatoires. Donc, c'est des options qu'on ajoute selon le besoin. Par exemple, ici, nous avons ajouté une option X. X veut dire que on souhaite faire une extension du signe pour les 16 bits restants. Que veut-on dire par cela? Donc, j'explique. Nous avons le registre R0. Il est divisé en deux, comme on le sait. Partie high, MSB, partie low, LSB. Maintenant, nous, on souhaite charger seulement, donc lire seulement 16 bits en mémoire et les transférer, donc les déplacer vers le registre R0. Donc, ce que va faire le processeur là, donc il va prendre ces 16 bits et les mettre ici, donc dans la partie low. Automatiquement, il va les mettre dans la partie low. Par exemple, si il va charger cette valeur-là, oh pardon, c'est difficile avec la souris, 0, x, donc c'est une valeur hexadécimale, disons qu'elle est codée F 0, 0, 1. Vous voyez que cette partie, elle a un bit de signe qui est égal à 1, parce que F, donc le bit de signe là, il est égal à 1. Donc ce que va faire le processeur, cette partie-là, elle va la mettre toute à 1. Donc 1, 1, 1, 1. Donc ce qui donne ici, automatiquement, en hexadécimal, 0x, F, F, F. Voilà. Ça, c'est concernant le cas 16 bits. Dans le cas 8 bits, c'est la même chose. Donc, si on souhaite lire seulement 8 bits, on ajoute cette lettre-là, donc B. C'est l'acronyme de byte en anglais, donc un octet. Donc, on va lire un octet, un 8 bits, qui se trouve à l'adresse P0. Là, on lit 16 bits qui se trouvent à l'adresse P0. Si on souhaite faire une post-incrémentation, on ajoute plus, plus. Donc, ça marche comme c'est le cas ici. Si je souhaite faire une décrémentation du P0, donc une post-décrémentation, je peux mettre ici, par exemple, moins. Donc, c'est pareil. Il y a juste une chose à préciser dans le cas des octets, donc lors d'une lecture des octets. Donc, en octet, donc, il va charger seulement cette partie-là. Donc, cette partie, elle sera chargée. Cette partie sera vide. Là, elle sera vide. Donc, si j'ajoute ici un Z ou un X, donc X, c'est l'extension de signe, Z, c'est l'extension avec des zéros. Donc, ce que va faire le processeur, cette partie-là, va la mettre en 0, tout à 0, tous les bits à 0. Si j'avais mis X au lieu de Z, ici, donc là, ça sera une extension de signe. Par exemple, si la valeur, par exemple, j'efface ça. Donc si la valeur c'était 0,1, ici en hexadécimal,
Donc 0x 01. Donc vous voyez que si le bit de signe il est 0, donc cette partie-là sera également 0. Mais uniquement cette partie-là. Donc j'insiste seulement pour les 8 bits restants de R1. Pour les, 16 bits, les autres 16 bits, donc ils ne sont pas modifiés. Également, pour la post-incrémentation et la post-décrémentation, on peut utiliser un autre registre. Donc là, lorsque je fais, pour bien expliquer cela, j'essaie de réécrire. Donc, 0. Voilà. Donc là, l'incrémentation, cette incrémentation-là, post-incrémentation, parce qu'elle arrive après. Donc la post-incrémentation-là, elle ajoute 4 octets à P0. Donc plus 4 à la valeur de P0. Après exécution, bien sûr. Mais lorsque j'ajoute le terme ici W, donc la lettre W, comme ce fut le cas ici, donc là, elle ne va pas ajouter 4. Elle va ajouter 2. Pour rester dans la même logique de W. Et si, par exemple, je mets ici, au lieu de mettre W, je mets B, donc là, elle va ajouter la valeur plus 1, parce que c'est un octet. Donc, l'incrémentation ici, elle dépend de la lettre qui se trouve ici. Si elle est B, donc il ajoute plus 1 à P0. Si elle est W, il ajoute plus 2. Si il n'y a aucune lettre ici, donc il ajoute 4. Mais si on souhaite ajouter une valeur personnalisée, donc c'est nous qui choisissons la valeur. Par exemple, si je souhaite mettre, par exemple, plus 8. Donc si je veux mettre plus 8, donc je dois utiliser un autre registre pointeur, comme dans l'exemple, comme cet exemple-là. On voit ici qu'on a P0 plus P1. Donc là, P0 ne va pas suivre la valeur par défaut qui est de 4, mais suivre la valeur stockée sur P1. Donc P1, par exemple, on lui donne cette valeur-là, 0x 0,8. Donc là, P1, il est initialisé à 8. Donc là, P0 va voir sa valeur changer de 8 octets au lieu de 4 octets standard pour 32 bits. Voilà. C'est aussi valable pour le cas W. Mais il faut juste ici que ces P2 et P1 doivent être multiples des... Par exemple, P2 là doit être multiple de 2 et P1 doit être multiple de 4 pour que ces opérations soient valides. Voilà, donc concernant ces exemples-là qui concernent les registres pointeurs PX de l'unité arithmétique d'adressage. Passons maintenant au registre de pile, donc les registres de gestion de la pile que l'on note ici SPFP. FP veut dire frame pointer et SP stack pointer. Donc, quelle est la différence entre eux? Le stack pointer, c'est le registre pointeur de pile. Vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà utilisé avec le 8086, donc c'est le registre qui pointe vers la dernière adresse de la pile. Alors que le registre FP, c'est là qu'il prend une grosse partie du stack. Donc là, on parle de généralisation du pointeur stack. Donc le frame pointer, donc il prend une trame au lieu de prendre une pile. Un exemple d'utilisation du registre SP, donc c'est les procédures push and pop que vous avez déjà l'habitude d'utiliser.
Donc là, si je veux enregistrer une valeur dans la pile, donc j'exécute cette partie-là. Si je veux récupérer cette valeur-là, donc je fais un pop sur la pile en utilisant cette instruction-là. Donc ce qu'il y a de nouveau ici, c'est juste la prédécrémentation de SP. Donc SP, on va lui décrémenter sa valeur, ce qui est logique, avant d'enregistrer la valeur du registre. Si on veut la récupérer, donc on la récupère avant d'incrémenter SP pour qu'il revienne à sa valeur précédente, donc à la valeur ancienne. Ça, c'est concernant les registres de pile SP et FP. Pour les registres qui sont liés aux unités DAG, donc les générateurs d'adresses données, on a les registres IX et les registres MX. Les registres X, c'est des registres index. Donc, ils sont utilisés pour pointer, par exemple, un buffer ou un tampon en mémoire. Mais ils peuvent être utilisés également comme registre pointeur d'adressage linéaire, donc comme les registres PX. Donc, si on est à court de registre pointeur P, on peut faire appel au registre index X, malgré qu'ils ne sont pas conçus spécialement pour cela, mais pour l'adressage circulaire. Il existe aussi les registres MX qui sont des registres modificateurs de pas. Nous avons vu que précédemment que dans l'incrémentation, cette incrémentation-là, donc si on souhaite faire un pas personnalisé, donc un pas d'incrémentation personnalisé, donc on doit utiliser un registre. Donc les modificateurs, c'est la même chose ici. Donc ils réalisent le même fonctionnement précédent d'incrémentation. La différence des registres index X avec les registres PX, c'est seulement que les registres PX peuvent pointer seulement des adresses d'une donnée 16 bits ou 32 bits. Donc il n'y a pas le cas 8 bits. Donc quand on utilise les registres index X, on ne peut pas manipuler des données 8 bits. Il existe également les registres base ou base BX et length, donc en anglais longueur LX, qui sont utilisés également avec le registre MX. Ils sont utilisés seulement en cas d'adressage circulaire. Donc si on utilise un adressage classique que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est un adressage linéaire indirect. Donc vous prenez un pointeur, vous lui donnez une adresse et vous utilisez ce pointeur pour lire et écrire en mémoire. Alors que dans l'adressage circulaire, c'est une autre histoire. Donc nous allons détailler cela sur le diapo suivant. Mais avant de parler d'adressage circulaire, voyons ce que c'est ces registres-là et à quoi servent donc les registres BX et les registres LX. Donc BX, il pointe vers l'adresse du début du buffer circulaire. Donc c'est lui qui nous indique dans quelle zone mémoire on doit débuter l'adressage circulaire. Et LX, il comprend la longueur du buffer circulaire. Donc la taille de la zone mémoire. Donc la zone qui se trouve en mémoire, qu'on souhaite transformer en buffer circulaire, donc en tampon, donc comme un registre tampon, donc premier entrée, premier sortie. Dans ce cas-là, on doit utiliser ces deux registres pour définir notre zone mémoire circulaire. Les limitations qu'on doit prendre en compte lorsqu'on utilise ces registres DAG, c'est qu'il faut toujours utiliser les registres LX et BX avec leur correspondant registre X. Donc BX, LX. Là, j'ai oublié d'utiliser le crayon, donc désolé. Donc LX, BX et X. Donc si j'utilise ces trois registres-là, donc ils doivent avoir le même X. Donc si j'utilise I0, donc ça doit être I0, B0, L0. Je ne peux pas, par exemple, utiliser I0, B1, L1. Donc ça ne marchera pas. Donc c'est une limite de l'architecture. Donc si j'utilise, par exemple, comme dans cet exemple-là, j'utilise I1, L1,
B1. Je ne peux pas utiliser un autre registre. Contrairement à MX, avec MX, vous pouvez utiliser, par exemple, I1, L1, B1, mais vous pouvez utiliser, par exemple, M2. Donc, pas de problème. Ici, parce que c'est juste un registre modificateur de pas. Également, le MX, s'il est utilisé, parce que par défaut, sa valeur est 0. Donc, s'il est utilisé, il doit être inférieur ou égal à la valeur d'un registre LX, en cas d'adressage circulaire, bien sûr. En cas d'adressage circulaire, le MX ne doit pas être, donc le pas ne doit pas être supérieur à la longueur du tampon mémoire. Donc, c'est ce qui est logique. Donc, on ne peut pas dépasser la longueur de la zone mémoire qu'on va utiliser pour l'adressage circulaire. Une autre limitation qui n'est pas écrite ici, mais dont vous devez connaître et qui est bien détaillée sur le chapitre numéro 4, c'est que ces registres-là, les registres IX, BX, LX et MX, lorsque le DSP fait un reset, donc le DSP fait un reset, lorsqu'il fait un reset, donc il redémarre, ils prennent des valeurs aléatoires. Donc si vous voulez les utiliser, donc faites attention, faites très attention à ce cas-là. Il faut toujours les initialiser avant de commencer à les utiliser. Donc il faut toujours mettre IX. Par exemple, si je souhaite utiliser X, je dois l'initialiser. Par exemple, je lui donne une adresse comme valeur pour l'utilisation. Mais en même temps, je dois m'assurer que BX et LX et MX sont à 0. Parce qu'ils s'ils ne sont pas à 0, ils vont démarrer un adressage circulaire, donc activer un adressage circulaire, ce qui va vous poser des problèmes si vous ne l'utilisez pas, donc, ou si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser. Voilà, concernant les registres DAG. Maintenant, voyons des exemples d'utilisation. Commençons par cet exemple-là. Vous voyez qu'on a R0 égale 2 crochets et 1. Maintenant, vous avez appris que cela veut dire que c'est une opération de lecture mémoire. Donc là, on a une lecture mémoire. Donc R0 égale I unité. Entre crochets, s'il n'existe pas les crochets, si ces crochets-là n'existaient pas, ça sera un simple transfert de la valeur I1 vers R0. Mais avec ces crochets-là, cela veut dire que c'est un adressage. Maintenant, est-ce que c'est une lecture ou une écriture? Vu que les crochets sont à droite du signe égal, alors on est en mode lecture mémoire. Si ces crochets et ce pointeur, donc cette partie-là, elle était de l'autre côté, donc c'est une écriture. Voilà. Donc c'est la même chose qu'on a vu avec PX. Donc vous voyez, là je lis une valeur de 32 bits en mémoire qui se trouve à l'adresse I1. Et là je fais une lecture mémoire d'une valeur 16 bits qui se trouve à l'adresse I1, donc pointée par I1. Et en plus, il y a une auto-incrémentation, donc on a incrémenté I1 d'une valeur 2. Je vous laisse réfléchir à cela. Quelle est la valeur ici? Si vous avez bien compris, vous pouvez répondre à cela. Donc W, comme c'est W ici, donc la valeur d'incrémentation, elle est de 2. Parce que W, si ce n'était pas W, donc ça sera plus 4. Et si c'était B, attention, B, on ne peut pas l'utiliser avec les registres DAG. Donc attention, on ne peut pas mettre B ici. C'est interdit ici. Également, quelle est la différence avec la même instruction en utilisant P? Donc dans P, nous avons essayé de faire cela. Comment insérer? Voilà.
Vous voyez, je vais essayer de réécrire cette instruction-là. Donc, cette instruction-là, en jaune, je vais essayer. Il est où passer le texte? Voilà. Donc, pardon. Donc, R0 égale W P1 plus. Vous voyez qu'en utilisant P1, on n'a pas besoin de mettre .L ici. Alors que avec le registre I, on a la possibilité de mettre L ou H. Donc là, donc ça c'est R0. Je vais essayer de zoomer encore plus. Donc R0 plus R0 W I plus. Quelle est l'expression incorrecte ici? C'est celle-là. C'est l'expression incorrecte. Parce qu'elle exige quel demi-registre vous souhaitez utiliser pour accueillir cette valeur sur 16 bits. Parce que c'est W. Donc soit on met H, soit on met L. Comme dans ce cas, c'est L. Alors que avec le P, si je mets un L ici, donc vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est une limite de l'architecture. Si vous mettez H, c'est également non possible. Ces options-là sont disponibles seulement lorsqu'il n'y a pas d'auto-incrémentation. Mais s'il y a une auto-incrémentation, donc on doit utiliser tout le registre 32 bits avec les registres pointeurs P et utiliser un demi-registre avec les pointeurs d'index X. Voilà, c'est concernant cette partie-là. Donc cette remarque, c'est celle que je viens d'expliquer. Encore l'autre exemple, qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit écrire 32. Donc on a ici une écriture, donc c'est la même chose. Ici c'est également, donc on ne va pas s'attarder sur cela. Ici c'est une écriture, mémoire. Et là c'est une modification. Donc ça c'est la même chose. Donc tout à l'heure nous avons mis P plus un autre P. Là nous avons I plus M. Voilà. Et vous voyez que ils sont différents parce que M1, le registre MX, il peut être utilisé avec n'importe quel registre DAG. Voilà. Voyons maintenant l'adressage circulaire. Donc, comment ça se passe l'adressage circulaire? Avec ces registres-là. Donc, voici un exemple. Donc, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Regardons avant la partie graphique. Donc là, elle est tirée du VDSP, donc du environnement de développement de ce DSP. On a essayé de créer un buffer circulaire, donc un tampon circulaire sur la mémoire du Blackfin. Donc cette zone-là, elle commence à l'adresse FF800010 en hexadécimal bien sûr, et se termine à cette adresse-là. Et voici les valeurs qui sont stockées en mémoire. C'est ces adresses-là que vous voyez, donc 1, 2, 3, etc. Ça, c'est les bits MSB, bien sûr. Donc, nous avons l'adresse de départ, la taille et tout. Comment interpréter cela sur le code? Donc, partie code, donc codage en assembleur Blackfin. Donc là, ce qui va se passer, donc la première chose, c'est choisir un registre index. Pourquoi on n'a pas choisi un registre PX et on a choisi un registre IX? Parce que PX peut faire seulement un adressage linéaire, alors que les registres IX peuvent faire un adressage circulaire.
Et c'est ce qui est demandé ici, c'est de réaliser un adressage circulaire. Donc un buffer circulaire ici. Donc comment faire cela? Mais attention, il ne faut pas mélanger entre adressage circulaire et buffer circulaire. Donc ce n'est pas la même chose. Mais un buffer circulaire, donc automatiquement, va utiliser un adressage circulaire. Mais on peut avoir un buffer circulaire et utiliser un adressage linéaire. Mais ça sera une perte de cycle pour rien. Donc l'adressage circulaire va nous faire gagner plusieurs cycles d'exécution. Donc une optimisation du code. On va voir comment cela est possible. Donc on a choisi, par exemple, dans ce cas, le registre I0. Vous voyez ici I0, il est égal à LO, l'étiquette, donc l'étiquette ou symbole du buffer circulaire en mémoire. Donc cette partie-là, elle est traduite en tant qu'adresse. Donc lors de l'exécution de cette partie-là, donc I0 sera chargé par quelle valeur à votre avis? Donc I0 sera égal à cette valeur-là. Sa partie low, bien sûr. Et sa partie high, elle sera chargée par les 16 bits restants. Donc I0 point high est égal à cette partie-là qui vient ici. Donc cette partie-là, elle est stockée ici. Donc à la fin, pardon. Donc à la fin de l'exécution, donc I0 sera égal à l'adresse du buffer circulaire complète ici. Donc I0 est chargé par la valeur de l'adresse. Donc dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est un pointage. Donc on a pointé I0, comme on le voit ici, sur cette adresse-là. Également, pour réaliser cet adressage circulaire, nous aurons besoin du registre B0. B0, c'est la base. On a dit que c'est la base. Pourquoi on a utilisé B0 et non B1, B2 ou B3? On a utilisé B0 parce qu'on a dit qu'il y a une limite d'utilisation de ces registres-là, B et L. Ils doivent avoir le même indice que le registre index. Donc ici, B0 et L0. B0, il va contenir l'adresse du buffer, donc I0. Donc il est égal à I0. Donc l'adresse du buffer, c'est celle-là. Également, nous avons besoin de la taille parce que pour limiter notre adressage circulaire. Donc il nous faut une taille. La taille longueur L0, elle est égale à 28. 28 quoi? C'est 28 octets. Comment on a calculé cela? Selon l'application visée. Donc il nous a demandé de réaliser un buffer qui doit avoir la taille de 7 éléments de 32 bits. Donc là, nous avons 7 éléments de 32 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, un vecteur dans un filtre. Donc, c'est la ligne à retard. Donc, ça peut représenter, par exemple, dans un filtre numérique, sa ligne à retard qui est d'ordre 7. Donc, 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je prends ces 7-là et chacun, il est codé sur 32 bits, ce qui nous donne au total 28 octets. Parce que là, cette valeur-là, elle est codée sur 4 octets. 4 octets, 4 octets, etc. jusqu'à obtenir 28 octets au total. Donc, là, on connaît la limite de notre buffer circulaire. Donc, notre buffer circulaire commence à l'adresse 10 et il finit à l'adresse 28. Également, le pas d'incrémentation ou de décrémentation de I0. On peut le fixer également. Par exemple, là, nous avons mis 6. Donc, quand on met 6, si on utilise après, lors du traitement qu'on va réaliser, donc de la boucle principale, lorsqu'on utilise ce M0 égale à 6, donc, cela veut dire que I0
attendez, je vais un peu effacer cela pour bien comprendre. Donc, I0, je le mets ici. Et lors de la deuxième exécution, il ne va pas se déplacer de 4 octets. Parce que là, par défaut, il se déplace par 4 octets seulement. Donc, si je lui ajoute ici M0, il va se déplacer de 6 octets. Donc, il va se positionner entre ces deux valeurs-là. Donc, ici. Donc, entre 14 et 18. Si je lui mets, par exemple, M0 égale à, je lui assigne la valeur 8, par exemple. 8. Donc, il va se déplacer de 0 à 8. Donc, sauter cette valeur-là. Donc, elle ne sera pas pointée. Donc, ici, ensuite ici, etc. Ensuite, ça revient ici, et ici, ici, etc. Donc, c'est ça le principe de l'adressage circulaire. Donc là, j'ai fait un exemple d'une boucle infinie, donc qui va s'auto-incrémenter à l'infini, juste pour vous expliquer tout cela. Donc, cette boucle-là, on l'a nommée suivant. Donc, ce qu'il va faire, donc une lecture mémoire, donc R0 va être chargé par la valeur, cette valeur-là. Ensuite, I0 sera incrémenté, sera pointé ici. Ensuite, il va faire un jump. Donc, un jump, c'est un saut, donc un branchement, donc un saut d'instruction. Il va sauter ici, donc refaire cette instruction-là. Ça, c'est un commentaire. Donc, c'est dans le cas où vous utilisez un pas d'incrémentation différent. Parce que le pas d'incrémentation ici, il est 2 plus 4 par défaut. Mais si vous appelez le registre M0, là, ça sera en fonction de ce que contient M0. Donc, la valeur de M0. Donc, il va continuer l'incrémentation jusqu'à atteindre la fin. Comment il va connaître qu'il a atteint la fin du buffer circulaire? C'est grâce à L0. On lui a dit que dès que vous commencez à B0, vous allez parcourir 28 octets, ensuite vous revenez à la valeur initiale. Donc, on revient à la valeur initiale, comme vous voyez ici, etc. Et ça se répète. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un adressage circulaire. La question que vous allez vous poser ici, vous allez vous dire, quelle est la différence avec l'adressage linéaire? Pourquoi on n'a pas utilisé un adressage linéaire? Si on avait utilisé un adressage linéaire, donc on doit ajouter d'autres instructions, donc perdre beaucoup de cycles. Démonstration. Si on avait utilisé, par exemple, I0 seul, donc sans B0, donc B0, on l'aurait laissé à 0, sans L0, sans M0, donc I0 tout seul. Donc, c'est un adressage linéaire. Donc, si on aurait utilisé un adressage linéaire, là, I0 va s'incrémenter, mais quand est-ce qu'il va savoir qu'il est à la fin du buffer? Donc là, vous allez créer par exemple, vous prenez un registre, par exemple R4 qui va contenir le compteur, donc un registre compteur. Donc vous ajoutez un registre compteur. Le registre compteur, vous l'initialisez ici à la valeur 28. Donc 28 après 4 exécutions, donc sur 4, donc ça nous donne 7. Donc sur 7, donc un registre 7. Et ce registre-là, vous le décrémentez à chaque fois. Donc R4, vous le décrémentez et vous vérifiez est-ce que vous êtes arrivé à la fin ou non. Donc vous devez utiliser d'autres instructions de conditions. Donc vous allez ajouter au moins 3 instructions supplémentaires. Et si votre boucle s'exécute, par exemple n fois, donc vous allez tripler le temps d'exécution par 3. Donc vous allez avoir un dépassement de cycle de 3 fois n itérations. Donc voilà l'avantage de l'utilisation de l'adressage circulaire
à l'aide des registres DAG par rapport à l'adressage linéaire. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette séance. Donc lors de la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons voir l'unité de contrôle en détail, également l'architecture pipeline et également le contrôleur d'événements pour clôturer ce chapitre-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les préparer pour la semaine prochaine lors des séances en présentiel. Sinon, vous pouvez laisser vos questions pour faire profiter tout le monde, donc en commentaire ou envoyez-les par email, donc à votre convenance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.